Bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision. Vous êtes d'ailleurs très nombreux, des millions de par le monde qui nous suivez sur nos plateformes numériques, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, et nous en sommes tellement ravis. Et bien sûr, vous n'avez qu'à liker nos pages et surtout partager en grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu dans le monde entier. Et comme à notre habitude, nous allons nous interroger. Diplomatie, Umaro Sissoko Embalo en Russie, une humiliation de plus, nous nous interrogeons. Umaro Sissoko Embalo s'est rendu à Kiev et à Moscou, rencontrant Volodymyr Zelensky et le président Vladimir Poutine. Selon certaines informations, il a proposé une médiation africaine entre les deux parties. Sans succès, cette tournée intervient 4 mois après la rencontre entre Macky Sall et le président russe. L'Afrique peut-elle peser diplomatiquement sur le conflit ukrainien, ou pour ne pas dire russo-ukrainien? Que vaut Embalo Sissoko sur l'échiquier international pour se porter garant de régler le problème entre la Russie et l'Ukraine? Qui est derrière Umaro Embalo Sissoko et qui tient les manettes de cette marionnette? L'Afrique porte la paix et veut rapprocher ces deux pays frères, l'Ukraine et la Russie, a assuré d'ailleurs mercredi le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, le Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo, lors d'une visite en Ukraine. Premier président africain à se rendre à Kiev depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, le 24 février dernier. Embalo a rencontré Volodymyr Zelensky ce 26 octobre 2022, au lendemain d'une visite en Russie, où il s'est également entretenu avec le président de la Fédération de Russie, le président Vladimir Poutine. Ce n'est pas juste des engrais, des fertilisants ou de céréales dont l'Afrique a besoin. L'Afrique aussi porte la paix et veut rapprocher ces deux pays frères, qu'on puisse vraiment trouver un chemin pour la paix entre la Russie et l'Ukraine, a dit Embalo Sissoko lors d'un point de presse avec Zelensky. J'étais hier avec Poutine et si lui, le président Zelensky, et le président Poutine pensent que la Guinée-Bissau et l'Afrique peuvent porter la solution pour la paix, nous sommes les premiers militants pour ça, a-t-il répété. Frère, a-t-il dit en se tournant vers son homologue ukrainien, j'ai dit aussi à Poutine, frère, parce qu'un jour, ils vont se retrouver. C'est pour cela que nous, on est venu porter un message de paix entre nos deux frères et on peut faire le pont pour les retrouvailles, a-t-il plaidé. Volodymyr Zelensky s'est lui montré plus sceptique sur l'idée d'un dialogue avec Vladimir Poutine. L'offre de services et de médiation de la CEDEAO n'aura pas en effet fait long feu, il faut le préciser. Le Kremlin a accusé d'ailleurs jeudi 27 octobre 2022 l'Ukraine de s'être retirée des négociations de paix en mars avec la Russie sur ordre des États-Unis, alors qu'un équilibre très difficile avait été atteint entre Kiev et Moscou. Zelensky, tout le monde le sait, n'est pas pour la paix, mais pour garantir les intérêts de ses maîtres, quitte à tuer ou à faire tuer tous les Ukrainiens. Et nous sommes tous d'accord là-dessus. Voilà pourquoi nous nous interrogeons diplomatie. Umaro Sissoko Embalo en Russie, une humiliation de plus. On parle bien sûr pour le continent africain. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom qui est avec nous ce matin. Il est homme politique. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Josselingos. Bonjour à nos millions d'internautes qui sont plus que des fans de Panafricanist TV. Mais surtout, ceux qui aident, n'est-ce pas, de par leurs remarques, de par leurs interventions dans les différentes parutions de production de Panafricanist TV sur la toile, à nous amener à mieux construire, n'est-ce pas, nos analyses, de par leurs remarques, de par souvent aussi leurs critiques. Et c'est ça qui fait avancer une grande chaîne de télévision comme celle-ci et qui permet à ce qu'on continue de se bonifier, mais surtout d'être davantage au service du continent africain et du monde en toute impartialité, mais surtout avec l'espoir d'un monde meilleur pour demain, parce qu'enfin, ceux qui étaient considérés comme des gens qui étaient à la périphérie du monde reviennent, retrouvent leur place naturelle, quelle place qui les met au centre des enjeux du monde,
je parle de l'homme africain, qui est la place de l'homme premier, dont qu'ils sont éminemment, mais qui est la place aussi de cet humanisme qui a disparu avec cette peste brune dans sa nouvelle version qu'on appelle le capitalisme néolibéral, qui est d'une brutalité inouïe et qui a oublié l'essence première de cette planète, c'est-à-dire vivre en harmonie entre tout ce qui existe, c'est-à-dire l'homme, la nature, et faire de cet espace-là le paradis que notre planète n'aurait jamais cessé d'être si on était dans la raison de l'homme premier. Merci pour cette invitation. Merci à vous également, Patient Bafendo, d'être avec nous ce matin. Je vous poserai donc la question. Umaro Sissoko Embalo s'est rendu du côté de Kiev et sans oublier bien sûr à Moscou pour rencontrer ses homologues. On parle bien sûr du président russe Vladimir Poutine et sans oublier Zelensky qui est le président ukrainien. Je vous pose la première question. Qui a commissionné Embalo Sissoko du côté de la Russie et de l'Ukraine pour parler de paix entre les deux pays frères? Nous vivons un monde formidable. Nous vivons un monde formidable, mais je pense que pour bien comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut peut-être retourner en arrière et voir et étudier les empires qui ont dominé notre monde. Je pense précisément à un empire qui n'était pas loin de cet empire américano-otaniste. C'était l'Empire romain. Et dans l'Empire romain, vous allez bien vous rendre compte que c'est vrai, il y avait la constitution des piliers de cet empire, mais dans cet empire, il y avait aussi beaucoup de comédiens. Donc, M. Embalo Sissoko fait partie de ces comédiens qui jouent au bœuf, qui veut se faire prendre pour un bœuf. J'allais dire, écoutez, je reviens, il joue, n'est-ce pas, à ce crapaud, mais ce n'est pas le mot crapaud, à la grenouille, voilà, à la grenouille qui veut se faire prendre pour un bœuf, qui n'est pas du tout. Et maintenant, qui l'a mandaté? Je ne pense pas que même au niveau de la CEDEAO, il y a eu un mandat explicite mettant M. Embalo Sissoko en mission pour aller voir le centre, n'est-ce pas, de la géopolitique mondiale, c'est-à-dire cette confrontation qui oppose en réalité l'Occident sur la plateforme ukrainienne face à la Russie et au reste du monde libre. Embalo Sissoko, c'est qui, c'est quoi? Que vaut-il pour penser qu'il puisse peser, même du point de vue d'un raisonnement, j'allais dire objectif, pour amener ces deux camps qui chacun sait pertinemment où sont ses intérêts et pourquoi ils sont engagés dans ce combat pratiquement à mort entre l'ancien système qui ne veut pas mourir et le moment et le nouveau qui est en train de poindre à l'horizon. J'aime citer Antonio Gramsci dans sa citation le vieux monde tarde à mourir, le nouveau tarde à apparaître, et c'est dans ce clair-obscur que se juste des monstres. Et je crois que du point de vue comique, M. Embalo Sissoko fait partie de ces monstres de la comédie. C'est une tragicomédie de voir un individu comme ça, d'un pays qui est quasi inexistant sur le plan de l'influence mondiale, qui vient représenter une organisation sous-régionale qui est empêtrée dans des situations ubiesque de manque de légitimité, parce qu'on voit bien que la CEDEAO aujourd'hui est une caisse de résonance, n'est-ce pas, de certaines injonctions et certains intérêts occidentaux. Il ne représente même pas, j'allais dire, son propre pays, parce que la Guinée-Bissau, passé l'ère glorieux du grand Amilcar Cabral au moment où il se battait pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, cette Guinée-Bissau que représente M. Sissoko Embalo aujourd'hui ne vaut pas grand-chose. Donc ne peut pas être perçu sur le plan international, sur le plan mondial, comme une espèce de possibilité de réponse à ce vide du point de vue de la capacité continue des humains à se parler, mais en se regardant droit dans les yeux, en touchant du doigt des réalités qui fâchent. Je pense que M. Sissoko Embalo a joué tout simplement un rôle de comédien, peut-être que c'était aussi un go-between. Je parle go-between, c'est lui donner beaucoup d'importance, mais un vague-mestre d'une frange non moins importante de l'Occident qui commence à voir, à poindre à l'horizon, les difficultés auxquelles ils devront faire l'objet bientôt. Je parle bien du général Hiver, le général Hiver qui arrive, et qui se rendent compte qu'incapable de s'adresser au président Poutine directement sans se faire taper sur les doigts par l'oncle Sam, il peut passer par un sous-fifre
comme quoi, par un vaguemestre, autant pour moi, comme M. Embalo Sissoko, pour transmettre certaines doléances à Poutine. Ça aussi, du point de vue de l'analyse, il ne faut pas l'exclure. Parce que je crois que de tous ceux qui sont très très embêtés par cette nouvelle réalité sur le plan géopolitique mondial, se trouve la France. Or, c'est la France aujourd'hui qui tient de main manière ferme, n'est-ce pas, cet espace de la CEDEAO. Vous avez vu la fameuse réunion de New York après l'Assemblée générale dernièrement. Vous vous souvenez, le pâtissier qui découpait le gâteau et qui le distribuait à tous ses complices, c'était M. Sissoko Embalo, qui était dans le camp français, dans une réunion organisée par M. Macron et qui avait pour tâche de rassurer, n'est-ce pas, son périmètre et de se rassurer que ce périmètre-là est avec lui et qui jouait les petits garçons de course pour découper le gâteau en disant « Ah, tel n'est pas encore... Oui, mais toi... » C'était M. Sissoko Embalo. Quelle est donc, j'allais dire, la consistance d'un individu qui joue les petits garçons de course dans une réunion d'ailleurs assez étriquée comme celle-là? Quelle peut donc être sa valeur du point de vue de sa capacité, du point de vue de son leadership, du point de vue de son charisme pour pouvoir imposer une quelconque illusion de discussion entre M. Zelensky, l'autre comédien de série B, mais lui aussi qui est bien dans le jeu à son poste, face au président Poutine, le leadership éclairé de Poutine, dont tout le monde aujourd'hui, même ceux qui étaient encore hier des propagandistes, j'allais dire, affirmés de cet ordre néolibéral capitaliste, ils se rendent bien compte qu'en face d'eux, ils ont quelqu'un qui a programmé, n'est-ce pas, cette guerre-là, et qui sait s'adapter chaque fois qu'une nouvelle difficulté se met en place et qui visiblement est en train de leur tailler des croupières au niveau où on se demande si ce n'est pas l'effondrement du monde dominant d'hier auquel nous sommes en train d'assister tout simplement. Jusqu'à preuve du contraire, vous avez parlé tout à l'heure d'Embalo Sissoko et forcément c'est la France qui peut être derrière son dos pour l'actionner, aller demander justement à Vladimir Poutine de se calmer un peu pour que l'hiver ne rattrape pas finalement l'Occident. Mais même pour les médias mainstream, cette visite d'Embalo Sissoko du côté de l'Ukraine et surtout de la Russie est un échec. Et pendant ce temps, sur le continent africain, n'est-ce pas une humiliation? Une humiliation de plus. Non, d'abord, sur les deux côtés, je dirais non. Ce n'est pas une humiliation puisque l'Afrique n'a pas mandaté M. Embalo Sissoko. Embalo Sissoko a été mandaté par ses maîtres. Je pense que ça fait partie d'un certain plan qui a été ourdi à New York. C'est la fameuse réunion de New York, il ne faut pas l'oublier. Où on voit Macron appeler « Mais Macky, t'es où? Tu es perdu dans les embouteillages des boulevards new-yorkais ?» Vous vous souvenez? Oui. Bon, je pense que c'est là où une certaine stratégie a été mise en place. Et on voit aujourd'hui que même au niveau des États-Unis, vous avez suivi dernièrement 30 parlementaires, j'allais dire, américains, au niveau de la Chambre basse, ont rédigé un mémo à faire parvenir à M. Biden en disant « Attention, apparemment, nous sommes en train d'aller dans le mur. Nous avons l'obligation de retoquer notre diplomatie sur la question, n'est-ce pas, ukrainienne, oui, pour ne pas nous retrouver demain dans les difficultés. » C'est vrai. Après que les Big Brothers ont ouvert les yeux, ils ont retiré le truc en disant que ce n'était pas encore prêt, c'était encore dans les bureaux pour que ça pour finir. Mais l'acte a été posé. Ça veut dire que même au sein, n'est-ce pas, de la Chambre basse, du Parlement américain, je ne parle pas du Sénat, mais de notre chambre basse, que là, il y a un réel problème. Il y a un réel problème. N'oublions pas aussi qu'il y a des élections de mi-terme qui arrivent, des mi-mandats qui arrivent au niveau des États-Unis. Si à la fin de cette consultation électorale, ce sont les républicains qui reprennent la main au niveau de cette chambre basse-là, alors là, je peux vous dire que on sera obligé d'aller dans les négociations avec le président Poutine. Donc, et vous voyez l'agacement même de Sleeping Joe, je parle de Joe Biden, oui, mon tonton Sleeping Joe, les informations sortent aujourd'hui que lors d'une conversation téléphonique en juin face à M. Zelensky, il s'est emporté. En disant, Zelensky, tais-toi un peu, on t'a assez donné, et nous-mêmes, on commence à sentir chaud dans notre forme. Donc tout ça démontre que, en réalité, au-delà, n'est-ce pas, des prétentions et des déclarations d'usage
dans un conflit comme celui-là où chacun essaie de montrer que les puissants et bandent de ses muscles. Mais dans le fond, le camp occidental voit très bien que cette guerre-là, en Ukraine, tourne progressivement, mais presque radicalement, en espèce de piège monté par Poutine pour faire imploser complètement le camp occidental. Vous n'avez qu'à voir le fameux tandem qu'on appelait le couple germano-français, le moins qu'on puisse dire en train de battre de l'aile. Parce que l'Allemagne, qui est la première puissance économique au niveau de l'Europe, s'est rendu compte que elle ne peut pas continuer à faire la politique avec les manquements et les carences sur le plan d'une autonomie sécuritaire qu'elle doit avoir. Elle est obligée de se mettre à la remorque d'un pays qui économiquement, je parle de la France, ne l'atteint pas pour l'instant au niveau du genou. Donc elle est obligée, n'est-ce pas, de revoir sa doctrine sur la question sécuritaire, sur la question militaire, pour être le véritable patron de l'Europe. Et ça passe par quoi? Ça passe uniquement pour l'Allemagne par une obligation de doter son armée de nouveau d'une puissance, d'une force qui permet de mettre le monde d'accord au niveau de l'Europe. Et ce faisant, qu'est-ce que cela produit? Ça produit pour la France le fait qu'on le rappelle brutalement au niveau qui doit être et qui n'aurait jamais cessé d'être si on n'avait pas eu ces conventions issues de la Seconde Guerre mondiale qui est poussée, n'est-ce pas, l'élite politique allemande en disant pour l'instant, on n'a pas besoin de nous armer de nouveau parce que c'était un peu comme le mouchoir rouge qu'on essayait d'afficher chaque fois qu'il y avait des tentatives pour l'Allemagne de moderniser une fraction de son armée. On disait, ah, attention, est-ce que les têtes ne sont pas en train de revenir à la charge? Donc, je pense que les tétons, autant pour moi. Donc, je pense que nous sommes face à cette réalité-là. Même la question, quand vous l'analysez profondément, de la possibilité pour l'Ukraine de regagner l'Union européenne, ça a des conséquences très graves. Très, très, très graves. Pourquoi? Parce que l'Ukraine qui arrive dans l'Union européenne, c'est une nouvelle puissance agricole qui arrive. Et cette nouvelle puissance agricole qui va arriver au sein de l'Union européenne va prendre des parts non négligeables de marché sur le plan des produits agricoles et avec tout ce qui tourne autour, je vais parler des produits laitiers, etc., à la France. Or, la France joue son autonomie sur le fait que sur le plan agricole, il est l'un des pays les mieux lotis, etc., etc. Donc, même pour la France, l'arrivée de l'Ukraine au sein de l'Union européenne pose problème pour les stratèges français qui sont en train de réfléchir sur ces questions. Et là, je veux dire que les conséquences, on les voit déjà. Oui. L'Allemagne qui veut cavaler seule, les Pays-Bas qui ont déjà mis hors jeu plus d'une soixantaine de sanctions anti-russes, ils estiment qu'ils ne peuvent pas tenir avec ces sanctions. Donc ça vient. Plus le général Hiver se fera menaçant avec ce grand sabot, plus vous allez voir le délitement de cette prétendue coalition contre la Russie. Et ça, je ne pense pas que c'est M. Sissoko Embalo qui peut être l'homme providentiel pour jouer dans la cour, n'est-ce pas, des mastodontes comme ceux que nous voyons. Et ça repose donc la question essentielle que j'ai toujours posée sur votre plateau, la question de l'unité politique de notre continent. Parce que les gens parlent de l'Afrique comme un pays. L'Afrique n'est pas un pays, pour l'instant. C'est un continent. C'est tout un continent. Et le plus grand. 30 millions de kilomètres carrés d'un tenant. Pas des histoires de la France qui se dit qu'il est le deuxième domaine maritime mondial avec des choses qui se font à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est-à-dire qu'à des années-lumière de son propre territoire, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la France métropolitaine. Donc vous voyez, et dans cette immensité qu'est le continent africain, quelle est la place de la Guinée-Bissau? C'est quoi? Même au sein de la CEDEAO, quelle est la place de la Guinée-Bissau? Rien. Dans le cadre d'une construction d'une fédération des États-Unis d'Afrique, la seule chose, en parlant de la Guinée-Bissau, qu'on va remettre sur la place, si on prend les conventions d'autres pays, ça va être que peut-être eux aussi ils ont même le même nombre de sénateurs que les autres pays, mais ils ne pourront pas avoir le même nombre de parlementaires, au vu, n'est-ce pas, de la portion congrue sur le plan de l'espace et sur la population que ce pays-là contient. Donc je pense que c'est un peu, je continue de vous le dire,
la grenouille qui veut jouer le bœuf, c'est pas possible. C'est pas possible. Parlons justement d'Embalo Sissoko. Il y est allé justement en Ukraine et sans oublier en Russie. Il déclare qu'il n'est pas venu pour les engrais et sans oublier les céréales. Mais on sait également que le narratif utilisé par les médias mainstream, c'est pour déclarer haut et fort au monde entier que l'Afrique a faim et que l'Afrique a besoin d'engrais et de céréales. Pourtant, on le sait, depuis la nuit des temps, plus d'une centaine de navires ont quitté d'ailleurs les ports de Russie et sans oublier d'Ukraine pour se diriger on ne sait où. On parle justement peut-être de 3 navires qui ont pu atteindre les ports africains. Est-ce à dire qu'il y a une politique autre que ce que l'on voit finalement dans les médias mainstream pour nous dire que l'Europe, l'Occident a faim et que l'Occident a besoin de céréales et d'engrais? C'est même très dangereux. On va Embalo Sissoko reprendre le narratif occidental en donnant l'impression qu'effectivement l'Afrique avait un problème d'engrais et de céréales. Bon, je ne dis pas que non. Il y a des pays africains qui dépendent des céréales qui viennent de cette région à près de 90%. Je peux prendre le cas d'Éthiopie. Non, de l'Égypte. Alors, l'Éthiopie m'est venue en tête parce qu'à l'heure où nous parlons, l'Éthiopie a une production excédentaire de blé, du jamais vu. Oui. Donc, elle est capable de vendre encore des centaines de tonnes de blé, qui sont le surplus de sa production, sans qu'elle puisse être mise en difficulté sur le plan de la disposition des grains sur son propre marché intérieur. Et ça nous fait réfléchir davantage, parce que vous vous souvenez, les images qui ont été les plus négatives projetées à travers le monde, c'était l'image de l'Africain qui a affamé. Et cet Africain qui a affamé par excellence, c'était qui? C'était l'Éthiopien. Il a fallu tout simplement qu'il y ait un nouveau leadership qui s'est construit sur le soubassement de l'orientation, n'est-ce pas, de grand Mengistu Ali Mariam, on en parlera pas assez, qu'on appelait le Négus rouge. Et ce soubassement-là a émergé des leaderships conséquents et ambitieux au niveau de l'Éthiopie, au point où aujourd'hui, la question, bien les questions qui tournent autour des problématiques alimentaire, d'autosuffisance alimentaire, de faire reculer la famine, n'existe plus pour l'Éthiopie. Tout simplement parce que les régimes successifs qui sont succédés à l'Éthiopie ont pris des mesures draconiennes pour dire plus jamais nous avons de l'espace, nous avons des moyens, plus jamais on ne parlera plus jamais de la famine en Éthiopie. C'est dire qu'il suffit tout simplement d'un peu de volonté politique et de sens de la jugeote et de la conscience. C'est l'Afrique qui va être le grenier du monde. Donc cette affaire-là, dont Embalo Sissoko reprend en disant je ne suis pas venu discuter ni des engrais, mais c'est parce qu'il reprend un narratif qui fait croire que le retour de la manivelle russe en disant ok, quand vous voulez faire la guerre, on va faire la guerre sur tous les plans, je ferme l'accès aux grains, n'est-ce pas, de la mer Noire, et on va voir ce qui va se passer. Et les Occidentaux, pour essayer, n'est-ce pas, d'ameuter le monde et de donner l'impression qu'il y a un irresponsable extrêmement dangereux à la tête de la Russie, ils disent, attention, si cette décision-là est maintenue, alors là, je peux vous dire qu'il y aurait des problèmes de famine dans le monde, mais surtout en Afrique, où on va voir des hordes, des millions d'Africains mourir de famine parce que les grains, n'est-ce pas, originaires des bords de la mer Noire, leur seront refusés. C'est un grossier mensonge. C'est un grossier mensonge. Certes, l'Afrique, dans certains espaces, a acquis ou bien a adopté des méthodes alimentaires qui sont faites à base de blé. Mais dans la grande partie de notre continent, ce n'est pas avec ces aliments-là que nous nous nourrissons. Tout le monde le sait pertinemment. Et mieux encore, nous avons des espaces et aujourd'hui des volontés de produire même ces grains-là venus d'ailleurs sur notre propre continent. Je prends le pays d'un pays comme le Cameroun, le cas d'un pays comme le Cameroun. On produit du blé au Cameroun. Et il suffit d'un peu de volonté, il suffit qu'on nous enlève le genou qui est bien enfoncé sur notre cou avec ces trucs de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, n'est-ce pas, toutes ces conneries, et que nous puissions nous sortir du piège de cette monnaie nazie qu'est le franc CFA. Je peux vous dire que le Cameroun pourra avoir notre politique agricole. Une politique agricole qui passerait le Cameroun, un pays comme le Cameroun, au centre d'une vaste politique globale africaine
d'autosuffisance alimentaire, d'être en capacité de nourrir les Africains, mais surtout d'être le centre d'achat du monde en ce qui concerne les produits, n'est-ce pas, variés, agricoles, qui sont tellement variés en Afrique que le reste du monde n'en a pas. Vous avez déjà vu la farine de blé? Oui, mais il y a aussi la farine des ignames. De manioc, de plantain. Il y a des tas de farines dont on ne peut avoir une production industrielle qu'en Afrique, sur la base des aliments qui seront produits et qui n'existent nulle part ailleurs. Donc, on voit donc qu'en réalité, nous sommes là dans une grosse supercherie qui consiste à dire on va continuer à vous domestiquer culturellement, à vous dominer culturellement, en vous imposant, n'est-ce pas, notre art culinaire, en vous imposant nos plats, en vous imposant notre culture alimentaire. Pourquoi? Parce que nous savons que, avec le système économique et financier mondial actuel, nous pourrons continuer à nous approvisionner au niveau, n'est-ce pas, de la Russie et de l'Ukraine, ce que j'appelle le bord de la mer Noire, à vil prix, créer des centrales d'achat chez nous, d'autant plus que nous dominons toutes les banques qui sont chez vous, nous dominons encore, pour une bonne partie, par le biais du franc CFA, que nous avons, toutes vos économies, donc vous serez obligés à venir acheter chez nous à prix d'or. Et à partir de ce moment-là, on maintient ce tableau que j'ai décrit là, et nous allons continuer, sur le plan moral, à faire la pression sur la Russie en disant, attention, si vous fermez les ports, vous allez tuer les Africains. De l'autre côté, en ramenant l'Afrique de l'autre côté, en disant, vous voyez, le méchant ours venu de Sibérie là, il veut vous affamer, parce que s'il continue de fermer les ports comme ça, c'est vous qui n'aurez pas de blé. Alors que nous savons pertinemment que le ratio, depuis l'accord entre la Turquie et la Russie, les premiers bateaux qui sont partis, mais c'est à peine, je dis bien 10% qui sont venus sur le continent africain. On parle de 6 bateaux. Hein. À peine. Donc le reste, c'est aller en Europe, dont on peut bien se poser la question, mais on peut aussi comprendre. Comme l'Europe est toujours dans une construction économique de la périphérie, doit consommer ce que nous produisons, évidemment, vous allez voir toutes les pâtes, tous les dérivés des grains, n'est-ce pas, qui viennent d'Europe et que nous consommons aussi. Et nous avons des prétendus hommes d'affaires sur le continent africain dont la spécialité, c'est l'importation de ces produits alimentaires déjà faits sans qu'ils ne posent à nos États la question d'une véritable politique agricole sur notre continent pour qu'on puisse produire de manière intensive et en quantité suffisante et en qualité de manière suffisante, mais surtout ne plus être dépendant justement de tous ces produits agricoles et de transformés agricolement et scientifiquement qui viennent de l'Occident, qu'on nous abreuve avec tout ce que vous avez comme les pâtes alimentaires et tout ce qui va avec, sans oublier d'ailleurs même le riz, dont nous savons aujourd'hui que nous pouvons le produire en quantité suffisante sur notre continent. Merci à vous, Patient Parfait, de nous avoir été nôtres. C'est moi qui vous dis merci et je dis aux Africains, voilà la place que l'Occident nous réserve. Des clowns de service. Des clowns de service. Comme ce fut le cas de M. Sissoko Embalo, c'est ça. On agite un petit... Ça me rappelle les expositions universelles du 19e siècle. Bon, de temps en temps, il y a un petit négro qui va venir, qui va un peu amuser la galerie, et il va revenir, et les Blancs, tous contents, ils vont applaudir, dire que vraiment, ça se passe tout bien dans le meilleur monde possible. Ça, l'Afrique d'aujourd'hui n'en veut plus. Et c'est pour cela que ce combat pour lequel nous luttons, nous contribuons, nous apportons notre contribution, et nous adressons ce message à ceux qui sont dans la bataille pour un monde multipolaire. Il faut compter avec Panafricanist TV comme une arme médiatique de premier point, parce que nous sommes en train de faire notre part de boulot. Merci pour ce temps. Merci à vous également, Patient Parfait, de m'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir, mesdames, messieurs, de vous retrouver très prochainement. C'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Et comme le déclarait haut et fort Voltaire dans Candide, la principale occupation, c'est l'amour. La seconde, c'est de médire. La troisième, c'est de dire des sottises. Nous, ici, nous enseignons. Bonne journée à toutes et à tous.